Bonjour, je crois que ça a démarré. Ah, bonjour, je vois pas le nombre de participants, c'est pour ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Sarah Lassouni de la société Diomède France Solutions et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver si nombreux pour la seconde édition du webinaire interactif avec nos deux experts qui nous ont fait la joie de renouveler cette animation du webinaire sur les nouvelles recommandations du SDRA qui sont été publiées très très récemment. Donc, le professeur Jabert, chef de service du CHU de Montpellier, et le professeur Elie Alzoulet de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Je vous remercie et je vais donner la parole au professeur Jabert. Merci beaucoup, Sarah. Merci, Jennifer. Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux, comme on vient de vous le dire, pour cette deuxième édition avec mon ami Elie Azoulay, donc de vous rapporter, comme vous l'avez promis, les messages clés qui ont pu être publiés dans les nouvelles recommandations, les nouvelles guidelines publiées dans ICM au mois de juin cette année. Donc, elles sont vraiment toutes récentes. Et surtout, ce que nous allons essayer de faire, c'est vous les rapporter de l'intérieur, puisque on a eu la chance, le professeur Azoulay et moi-même, de faire partie des membres qui ont été nommés experts pour pouvoir participer et donc voir de l'intérieur comment en fait on arrive à euh, créer et faire des recommandations et la complexité qu'ont des recommandations. Alors, bien évidemment, entre-temps, nous ferons avec Ellie des petits rappels physiologiques. On essaiera de tenir l'heure que nous avons. Des questions, vous n'hésitez pas, vous avez le chat surtout. Vous marquez, et puis celui qui n'a pas la parole entre Ellie et moi reprendra. Et nous alternerons pour que ce soit assez dynamique. Je voudrais, avant de commencer, remercier vraiment pleinement Sarah Laslouni et toute son équipe de Dieu au Med qui nous ont permis de faire ce deuxième et j'espère d'autres webinaires interactifs qui tournent autour de la ventilation, bien évidemment chez le patient de soins critiques. Je ne sais pas si Élie, tu veux dire deux mots en introduction, comme ça sera fait. Merci Samir. Donc surtout pour remercier Diomed, hein, Sarah et Jennifer et l'ensemble de l'équipe hein, de pouvoir nous permettre de transmettre à travers ce webinaire. Remercier Samir avec qui c'est toujours un plaisir d'interagir. Autant vous dire qu'en préparant ce diaporama, parce que nous allons partager les mêmes slides, vu que nous allons aborder différents domaines qui ont été l'objet de recommandations par la Société européenne de réanimation, eh bien, on a appris beaucoup de choses, hein, aussi en apprenant des points sur lesquels nous divergions. Et puis, je pense qu'il faut avancer puisque nous n'avons qu'une heure pour aborder un très, très gros sujet. Et donc, merci à vous tous d'être là. Samir, je t'en prie. Merci beaucoup, Élie. Donc, on y va. Donc, vous nous dites hein, si vous voyez bien les diaporamas. Donc, ça, c'est la première diapo d'introduction avec bien sûr les conflits d'intérêts qui sont des conflits de orateurs, de speakers pédagogiques et bien évidemment, aucune influence des industriels sur nos contenus, aussi bien à Ellie qu'à moi-même. Et j'ai la chance d'être également membre du board de l'Intensive Care Medicine Journal, grâce à qui on peut apprendre énormément de choses tous les jours. Alors, ce journal est quelque chose qui est très important pour moi, mais aussi pour Elie. Comme vous le savez, le professeur Elie Azoulay étant actuellement le président de la Société européenne de réanimation, de l'ESIGM, et il a été également le past éditeur en chef de la revue avec qui nous avons travaillé main dans la main. Et la place que la ventilation mécanica est très importante, puisque vous voyez qu'il y a eu un spécial issue qui est vraiment d'actualité. Je vous le recommande. Hein, il a été publié en 2016, donc 2016-2017, ce qui faisait 50 ans après, j'allais dire, la première publication, et je vous en parlerai, de la RDS. Et puis, nous en avons fait également autour de la ventilation mécanique en 2020-2022. Ce sont des spécial issues qui sont une forme de Bible, puisque tous les experts mondiaux participent dans leur domaine et vraiment, il faut essayer de les relire au fur et à mesure et vous voyez qu'ils seront d'actualité et ont surtout servi même pour établir ces recommandations. Alors, en guise d'introduction, comme vous le savez, donc juste quelque chose qu'on ne dit pas souvent, j'ai eu l'occasion de lire ce matin
Ce papier à droite, où tout a commencé, donc ça a été publié également en 2017, et vous voyez, et en fait, c'est Bernard Levine qui était médecin à ce moment-là du Michigan et qui a été faire une espèce de mobilité à Boston, et il a justement travaillé avec David Asbo et Boyd Bigelow, qui ont été ceux qui ont décrit ce qu'était le SDRA. Et donc, il explique très bien qu'au départ, ils avaient 200 malades qui ne comprenaient pas ce que c'était, puis ils ont dit, on va essayer de les publier. Puis ils ont publié le premier avec un jeune trauma, ces images radiologiques, et puis il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, les gaz du sang aussi facilement. Puis ils ont commencé à étudier ça de mieux en mieux. Et en fait, ils voyaient les malades mourir. Et puis un jour, il y avait un respirateur d'anesthésie qui traînait, un Puritan Bennett, et ils l'ont pris. Et ils expliquent très bien, de façon assez rigolote, il y avait un bouton que personne ne savait à quoi ça servait. Et ils ont appuyé sur ce bouton, puis ils voyaient les malades s'améliorer. On apprendra plus tard que ce bouton était un bouton de la PEP sur des respirateurs d'anesthésie qu'ils ne maîtrisaient pas très très bien. Et ils ont montré que finalement, ça avait une amélioration spectaculaire de l'oxygénation à partir en appuyant sur ce bouton qui était une PEP. Et il raconte, donc je vous le recommande de le lire, toute l'histoire vue de l'interne par rapport à son chef, etc. Et donc, ils ont dit, on va publier ça au New England, et ils envoient au New England Journal qui fait reject without review en 24 heures en leur disant c'est n'importe quoi puisqu'il y a des effets hémodynamiques très sévères, votre histoire de pression positive. Idem au JAMA, et puis ce sera le Lancet qui comprendra l'intérêt majeur et qu'ils étaient en train de faire une énorme découverte. Donc c'est assez joli de le voir comme ça, d'où on part et d'où on arrive, on ne va pas dire 50 ans après, mais aujourd'hui 56 ans après. Cette diapositive est une des plus belles qui avait été faite sur le spécial Huchet avec Arthur Slutsky, Jesus Villar et Antonio Pesenti, qui, sur 50 ans, explique tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a mis au lit du malade. Vous voyez, bench to bedside, avec le barotrauma, le volotrauma, le biotrauma, et puis vers la fin, les études positives qui deviennent moins positives, négatives. Et on parlera justement de ce qu'est le volume courant. Elie nous parlera de ce qui était très positif, c'est-à-dire les myorelaxants, les curares, et puis la prendre position nous dira s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Alors ça, c'était ce que l'on connaissait en 2012. Vous voyez, je vous rappelle pour mémoire, en ordonnée, vous avez ce qu'on appelle l'augmentation de l'intensité de la thérapeutique, c'est-à-dire une thérapeutique un peu plus agressive au fur et à mesure, et de base et sur l'axe des X, c'est la sévérité de la RDS avec ce qu'on appelle les mild, moderate et sévères. Donc les légers, les modérés et les sévères qui étaient, il fallait trouver un critère, et le critère qui a été pris et qui a été d'ailleurs un peu évolué, mais qui n'a pas beaucoup changé, c'est le critère d'oxygénation avec le rapport PO2 sur FiO2. Et vous voyez qu'on a mis partout le volume courant bas, on verra ce que c'est, une haute pipe pour les plus sévères, les inférieurs à 200 et 150, et une petite à modérée. C'était ce qui était recommandé, on verra si c'est d'actualité ou pas. La première position était recommandée à faire à 150, les curats, l'HFO avait été déjà éliminé, puis les corps et l'ECMO étaient considérés comme des thérapeutiques de rescue à considérer et non pas recommandés. Alors, ensuite, il y a eu les guidelines françaises de 2019 qui reprenaient les choses, mais qui étaient un peu dans le même esprit, avec un peu des chiffres plus clairs. On savait que, par exemple, qu'il fallait discuter quand on avait le PAFI inférieur à 80 pour l'ECMO, on verra ce qu'a donné l'étude EOLIA, etc. Mais ça allait dans le même sens, et on avait des choses où c'était plus clair. Par exemple, on disait qu'il ne fallait plus faire de manœuvres de recrutement. On verra comment les choses ont évolué. Donc ça, c'était la base des choses. Et les messages principaux, s'il fallait en retenir que 3 ou 4, c'était toujours un volume courant autour de 6 ml/kg de poids idéal théorique, une PEP au moins supérieure ou égale à 5, et puis une pression de plateau inférieure à 30 cm, et puis toujours réévaluer. C'était un peu les messages à ce moment-là. Alors, la Société européenne de réanimation, les IGM, dont le président est Elie Azoulay, on a une chance extraordinaire de l'avoir parce qu'il nous racontera tout de l'intérieur, a dit que quand même ça commence à dater depuis quelques années, et puis il y a quand même des belles études entre-temps, et en particulier les études randomisées, mais surtout, il y a eu le Covid qui est passé par là, avec le lien de débat, est-ce que c'est un RDS ou pas, et il y a eu également
beaucoup de choses sur tout ce qui est insuffisance respiratoire aiguë chez un patient non intubé. Et tout ça a été un peu mélangé, donc ils ont dit on va essayer de mettre tout ça au clair avec définition, et donc c'est pour cela que 9 domaines ont été décidés avec 21 questions et 21 recommandations. Alors ces 21 questions, vous voyez, hein, des fois il y a des questions 6A, 6B, 6C, c'est pour ça que ça fait 21 recommandations en tout. On va essayer de les résumer, de les survoler tout en... Enfin, voilà le tableau le jour J. Ceci avait été fait par quasiment plus de 2 ans par Zoom. On avait des réunions qui étaient soit tôt le matin, soit très tard le soir, puisqu'il y avait des experts du monde entier, hein, de Nouvelle-Zélande, d'Australie, des États-Unis. Donc, il fallait trouver des horaires. Et puis, vous voyez les 9 domaines qui ont été mis. Et puis, chacun d'entre nous était attribué à un groupe de travail. Un groupe d'experts était constitué entre 5 et 8 experts. Et on pouvait se retrouver, par exemple, je ne sais pas, Elie dira, par exemple, moi j'ai eu l'opportunité d'être, par exemple, dans le domaine 3 et dans le domaine 4 et aussi dans le domaine 6. Donc on pouvait se trouver dans plusieurs domaines, mais on était à peu près une soixantaine. Samir, pardonne-moi. Samir, pardonne-moi, on a un message sur le chat, hein. Pardon, je ne vois pas. Oui. Il y aurait un problème à voir les diaporamas. Est-ce que, Dr Sbai, est-ce que vous avez réglé le problème ou est-ce que vous avez toujours du mal à voir, hein? Est-ce que vous les voyez, Sarah, Elie? Nous, on le voit Oui, très bien. moi je On le vois voit tout. très Ok. bien. Mais il y a Hicham qui a du mal. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, très bien. Excuse-moi, Samir, je t'en prie. Ok. Merci. Donc, on arrive à la fin de ces... Elie reprendra peut-être un part de l'intérieur en tant que président. De ces 2 ans et demi qui étaient quasiment le Covid et la fin du Covid, à faire ce très joli travail avec, vous voyez, en premier auteur Giacomo Grasselli et donc vous voyez Caroline Calfi, Luigi Comporota, Daniele Poulet qui était le Cécien. Et donc, je ne vais pas tous les citer, mais Maurizio Secconi qui était le président élect, le président current à ce moment-là, et Elie Azoulay, président élect. Excusez-moi, pardon. Et donc, vous avez donc cet article en open access, donc il est téléchargeable du monde entier, c'est gratuit, et ça, un grand merci au professeur Azoulay qui a permis que ce papier soit en open access. Et nous avons demandé, évidemment, bien sûr, qu'est-ce qui était différent par rapport aux années précédentes, la dernière actualisation 2017. Ce tableau résume qu'est-ce qui est nouveau. Vous voyez, vous retrouvez les différents domaines que je vous ai décrits et vous avez un code couleur, vous voyez, en rouge, vert et les étoiles, s'il y a eu des changements ou pas, et le rouge ou le vert, s'il y a eu des nouveautés. Et donc, ça, c'est le résumé de tout ce que l'on peut voir, hein. Vous voyez, le vert, c'est-à-dire qu'il y a des choses nouvelles, et au rouge, c'est qu'il n'y a rien à considérer et rien n'est valable. Donc, on s'est mis d'accord avec le professeur Azoulay pour pouvoir suivre ce fil rouge. Donc, bien évidemment, il y a des moments où on s'attardera et des moments où on accélérera pour respecter l'horaire qui nous est attribué. Alors, ça, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Les recommandations peuvent des fois être fortes, faibles ou pas du tout de recommandations en fonction des évidences cliniques. Pardon. Alors la définition, c'est un petit peu particulier puisque l'idée c'était de savoir est-ce qu'on a pu progresser pour savoir si parmi ces 3 scanners que vous voyez, est-ce que c'est un vrai ARDS dans le sens ARDS que l'on a décrit ou qui ont été décrits, ou est-ce qu'il y a de l'OAP cardiogénie ou de la télectasie. Et en fait, ici, cette diapositive résume les différentes entre guillemets définitions depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'on a toujours toutes les 5 à 10 ans qui ont évolué et ensuite ça a recommencé. Alors je vois qu'Audrey de Jong a levé la main. Non, il y a marqué. Alors, la définition, en fait, a été publiée en partie dans les guidelines, mais surtout, elle a été publiée en définitive en même temps par des membres qui ont été dirigés essentiellement par Michael Maté de San Francisco. Et ils ont fait un article spécialement dans le Blood Journal pour compléter cette définition compte tenu de l'espace qu'il y avait. Alors, l'idée, bien sûr, c'est ça, la RDS, que vous connaissez bien, avec une hétérogénéité, avec un mélange de alvéoles normales, hein, des membranes alvéolo-capillaires normales et des membranes alvéolo-capillaires malades, avec une diffusion, bien évidemment,
d'œdème, de l'inflammation partout, et c'est ça qui fait la complexité, c'est cette hétérogénéité. Alors, d'où on part, et c'est ça qui est intéressant, c'est on part de cette, on va dire, celle de 94, qui est une des plus importantes, qui était celle européo-américaine, où là, il y avait juste 2 sous-groupes, si on peut appeler ça des sous-groupes, et il y reviendra dessus, juste en fonction du rapport PO2 sur FiO2, 300 et 200, quelle que soit la valeur de PEP. Et à l'époque, nous étions internes avec Kelly et tous les alertes qu'on recevait avaient des soins de gants, ce qui n'est plus le cas, et heureusement, car il y a eu beaucoup d'hiatrogènes. Ensuite, il y a eu celle européenne 2012 de Berlin, donc là, qui reprenait ce critère d'oxygénation en 3 items, et on retrouvait les critères habituels. Mais les malades étaient toujours considérés intubés, ventilés. On ne parlait jamais de malades non intubés, non ventilés. Il fallait un critère, bien évidemment, aigu, et les opacités diffuses bilatérales, et pas de critères. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est celle de ce que vous voyez là, Kigali. Alors Kigali, ça c'est très très important, c'est la capitale du Rwanda. Et en fait, on oublie toujours que les États-Unis et que l'Europe ne sont pas le centre du monde et qu'il y a quand même des milliards de patients dans les pays d'Afrique ou dans des pays en voie de développement. Et en fait, nos collègues africains ont dit, mais nous, désolé, on n'a pas tout ce que vous avez, vous, c'est-à-dire on n'a pas les scanners, on n'a pas toujours les radios, on n'a pas les gaz du sang, il nous faut des choses simples. Et donc, ils se sont dit que nous, on va prendre des choses que l'on a à disposition, c'est-à-dire l'oxymètre de pouls, la SpO2, et la FiO2, qui est délivrée soit par les 2 ou 3 respirateurs qui peuvent avoir des fois dans des réas de 10-15 lits, ou soit par l'oxygène en faisant la règle de FiO2 égale 21% plus 3% par litre d'oxygène. Et donc là, ils vont faire cette définition, et ça me plaît beaucoup. Ils ont dit, ben voilà, on a les critères que l'on connaît, qu'on peut avoir, mais on ne va pas avoir des gaz du sang parce qu'on ne peut pas, ou alors il faut faire 100 km pour avoir une biologie. Et ils ont fait le critère SPO2 sur FiO2 inférieur à 315 sur quelques malades. Et ceci a été ensuite validé par une étude un peu plus large qui a été encore coordonnée par Michael Mattei principalement, où là, ils ont dit, ben, tiens, il y a le Covid, c'était en plein pile poil du Covid, ça ressemble à tout ce qui est RDS. Et quand ils reproduisent ça avec la courbe de SPO2 et PaO2 et la FiO2, les rapports PaO2 et FiO2 sur SPO2 et FiO2, il y a une excellente corrélation jusqu'à la valeur de 97%, où après, bien sûr, c'est linéaire. Donc, dès qu'un malade a une SPO2 inférieure à 97%, eh ben, vous utilisez le rapport SPO2 sur FiO2. FiO2, soit le malade est sous haut débit d'oxygène, et il reviendra dessus, soit le malade est sous de l'oxygène et vous faites la formule, 21% plus 3% pour chaque litre d'oxygène, ou le malade peut être sous VNI avec une FiO2 calculée. Et c'est comme ça qu'ils ont pu définir, donc pareil, des SDRA modérés, mild, et pas de ARDS. Et donc je trouve ça assez intéressant puisque ça vient quand même de là, et j'ai envie de dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Et en faisant ça, donc la définition, en reprenant, vous avez ce diaporama que vous aurez, donc vous retrouverez, vous avez cette nouvelle classification qui est une classification où on retrouve les 3 sévérités en fonction de l'oxygénation, un début dans la semaine, bien évidemment non expliqué par une cause cardiogénique isolée, bien sûr, ou une surcharge hydrique. Et puis, ils introduisent, parce qu'ils peuvent avoir des échographies, donc le concept d'ultrasons. Donc, si à l'échographie, vous arrivez à bien voir les lignes B, etc., par un opérateur expérimenté, à ce moment-là, c'est faisable. Et en plus, vous introduisez ce concept qui est nouveau, et Elie va revenir dessus, chez des malades non intubés, non ventilés, et on peut le faire donc chez des malades avec un haut débit d'oxygène. Vous voyez, quand vous avez plus de 30 litres d'oxygène, et quand vous avez ici une hypoxémie définie par un SPO2 sur FiO2 inférieur à 315 avec une SPO2 inférieure à 47%. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et donc, la définition aujourd'hui inclut ces patients non intubés, non ventilés, qui n'étaient pas inclus avant, avec aussi des critères beaucoup plus larges. Et donc, en fait, aujourd'hui, si on doit faire des études comme l'étude SAFE, par exemple, on trouvera probablement un pourcentage de patients en SDRA beaucoup plus important qui ne sont pas intubés ou ventilés. Avant de laisser la parole à Elie, juste un rappel, toujours il y a les règles de 3.
premièrement, traiter l'étiologie. C'est bien beau d'avoir des bons respiratologues, des bons docteurs, des bons réanimateurs, tout ce que vous voulez, mais si le patient, ce dont il a besoin, c'est d'être opéré au bloc parce qu'il a une péritonite ou parce qu'il a une pneumopathie, qu'il n'a pas le bon antibiotique ou qu'il a un sepsis. Donc, la cause, l'étiologie est la première chose à faire, ne jamais oublier. Deuxièmement, primum non nocere, donc ne pas nuire, ça c'est une règle d'or en médecine, mais a fortiori en réanimation et encore plus dans le SDRA, parce on a vu que pendant 30 ans, les malades étaient ventilés jusqu'à 15 000 kilos et c'est ce qui faisait du mal. Et enfin, le traitement symptomatique que l'on va voir en détail, ventilatoire, donc ce qui utilise le respirateur ou les moyens d'oxygéner et d'épurer le CO2, et les non ventilatoires, c'est-à-dire on verra les médicaments, le positioning et puis des systèmes de CLS. Donc ça, c'est les causes, c'est ce que je viens de vous dire, toutes les causes, hein, il faut y penser, bien sûr. Le primum non nocere, donc là, c'était un petit clin d'œil pour un bon respirateur, c'est très important, un bon monitorage, c'est extrêmement important. C'est les concepts aujourd'hui, bien sûr. La pression, le volume. Hein. Vous avez tout ce qui est barreau, tout ce qui est les pressions, volo, tout ce qui est volume. Et vous voyez cette notion que je ne détaillerai pas, mais que l'on retrouve dans tout ce qui va être ensuite le concept de la ventilation protectrice qui combine en fait des volumes limités, des PEP pas trop hautes, pas trop basses, on ne sait pas combien exactement, des manœuvres de recrutement pas chez tout le monde, on verra que peut-être certains peuvent avoir besoin, mais pas en systématique, et donc on verra que tout ça va être aidé, et il y a eu des avancées sur les plateaux presseurs, la driving pressure, la pression transpulmonaire, la pression œsophagienne, la mechanical power, on en parlera et on verra ce qu'il en est. Je laisse la parole à Ellie qui va prendre le relais sur toute la partie numéro 2, qui est donc tous ces phénotypes où il y a des nouvelles données. Merci Samir. Le temps que tu me donnes la main pour Ça y partager est. mon écran, juste pour vous dire, il y a une question qui est très importante, hein. D'abord, je voudrais remercier les 160 personnes qui sont connectées et qui participent et posent des questions. Il y a une question très importante, et en fait, il y en a deux dans une. La première, c'est sur le délai de 72 heures qui aurait pu être retenu à la place du délai de 7 jours. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que les définitions de maladies aiguës respiratoires sont essentiellement basées sur de l'épidémiologie et qu'elles vont s'opposer à des entités qui sont beaucoup plus subaiguës ou voire chroniques après 3 mois, et qu'en fait le délai de 7 jours était surtout un délai pour servir un environnement dans lequel l'accès aux soins pouvait être beaucoup plus variable. Et la deuxième chose, justement, c'est que Ellie, dans la pardon, nouvelle définition, oui, Samir? ce que tu dis, pour les 72 heures, juste, le chiffre 72 ou 48 heures, il n'est pas à confondre avec toutes les études incluses des malades dans les 72 heures. Donc faites Oui, bien attention à sûr. ça. C'est souvent quelque chose que les médecins, nos collègues, les internes disent. Ils disent, mais ce n'est pas un SDRA puisqu'il a déjà 5 jours. Oui, effectivement, puisqu'on ne peut pas l'inclure dans une étude. Donc il est plus de 72 heures. Mais ne pas confondre le début du SDRA et pour une étude de recherche. Je ne sais pas si j'étais clair, Elie. Absolument, oui, oui, tout à fait. Et puis l'autre chose, c'est justement la nouvelle définition et les nouvelles définitions, hein, comme vous l'avez compris, qui sont nées bien en dehors de l'Europe. Eh bien, on inclut des définitions d'ARDS qui ne comprennent pas les 5 de PEP, puisqu'aujourd'hui, on considère que la grande majorité des malades qui ont un ARDS ne sont pas ventilés et donc ne répondent pas aux critères de PEP. Jennifer ou Sarah, si vous voulez bien me donner la main, parce que là, je ne suis pas le... Je ne peux pas partager mon écran. Je peux plus non plus parce que j'ai mis Samir en tant que hôte. Samir, tu peux me cliquer sur mon image et Oui, me c'est nommer les, animateur? c'est les trois petits points tout à droite quand vous En haut cliquez à sur droite, hein. Elie Azoulay. Il y a les trois petits points juste à côté et normalement c'est marqué devenir animateur. Ouais, merci Samir, c'est bon. Alors, je vais, si vous voulez bien, commencer par montrer mes liens d'intérêt. Donc, les voici. Ces liens d'intérêt ne vont pas influencer du tout la présentation que je fais là, dans le sens où on vient apporter une explication de recommandations qui ont été exprimées par une société savante. Et donc, je vais directement basculer sur la partie phénotype, donc sur le point numéro 2, dans l'ordre de ce que vous avez montré, Samir. Et voilà, donc on y arrive.
Et voilà. Vous arrivez bien à voir la diapo phénotype, Samir? C'est bon? Ouais, ok, Oui, super. oui, très bien. Alors, donc, en fait, l'idée, elle est née en oncologie. En oncologie, il y a une corrélation directe entre une situation clinique, un marqueur qui est soit lié à l'activité de la maladie sous-jacente, c'est-à-dire du développement tumoral, soit aux conséquences cellulaires que va induire le processus tumoral, et puis l'ensemble va générer un phénomène et éventuellement des cibles thérapeutiques. Et l'idée de créer des phénotypes, qui est une idée qui est née dans le groupe de Michael Mattei il y a maintenant presque 20 ans, eh bien, c'est tout simplement de dire quelle est cette idée de vouloir donner les mêmes traitements à tout le monde, alors que les malades qui ont un RDS sont tellement différents les uns des autres. À cet égard, vous allez voir que dans le schéma qui est sur la droite de cette diapo, on voit bien qu'il y a des malades qui ont un RDS et un choc, certains qui ont un RDS et un coma et c'est une inhalation, certains qui ont une maladie bactérienne, certains qui ont le Covid, et puis d'autres qui ont un RDS qu'on va dire de cause extrathoracique ou indirecte avec un choc septique, d'autres qui sont immunodéprimés, qui ont une maladie fongique, d'autres qui ont un trauma, etc. Tout ça, c'est de la RDS, mais néanmoins, il faut bien comprendre que toutes les cibles thérapeutiques ne peuvent pas s'appliquer aux mêmes malades et qu'on va difficilement avoir une règle qui s'applique à tous. Alors, sur cette diapo-là, qui est donc empruntée du papier de Taylor Thompson dans New England il y a aussi 20 ans, vous avez dans la partie la plus à gauche de la diapo une alvéole normale et dans la partie la plus à droite une des 4 phases de l'ARDS, qui est donc la phase exudative, c'est-à-dire celle qui fait suite à l'agression, on va dire celle qui est dans les 24 à 48 heures de l'agression. Et vous voyez qu'il y a à la fois des marqueurs d'agression épithéliale, des marqueurs d'agression endothéliale, et puis des marqueurs systémiques comme la production cytokinique, qui, elle, va être le générateur de la lésion qui va altérer la barrière alvéolo-capillaire, mais qui est aussi le résultat d'une multiplication tumorale. Et donc, il y a une hétérogénéité qui explique aujourd'hui en grande partie pourquoi certains essais randomisés n'ont pas pu être positifs. Et puis, il faut quand même bien voir, des essais randomisés qui sont toujours négatifs, ça décourage un peu les chercheurs et les cliniciens. Et en fait, l'idée est de commencer maintenant à s'intéresser à des groupes homogènes de malades. Et donc, vous avez plusieurs types de phénotyping. Vous avez un phénotyping qui est physiologique, et qui peut être basé par exemple sur des propriétés mécaniques du poumon, un phénotyping qui est clinique, le trauma, l'immunodéprimé, le brûlé, ou éventuellement un patient dans une situation périopératoire, ou bien vous allez avoir un phénotyping qui est biologique, et là on va avoir des biomarqueurs qui vont être soit d'allure, enfin de nature génomique, transcriptomique, protéomique, ou métabolomique, même si la partie protéomique, c'est celle qui est largement au devant de la scène. On en reparlera un petit peu. Et puis, l'autre idée de l'utilisation de ces phénotyping, elle est de faire soit un enrichissement pronostic, par exemple, je vais inclure dans mes études des patients qui sont à plus haut risque de présenter un événement, et donc en modifiant le taux d'événement, je vais nécessiter moins de malades pour mon essai randomisé et rendre mon étude un peu plus humaine et un peu plus facile. Et c'est ce qu'on fait quand on fait, par exemple, des études sur les RDS persistants, quand on dit j'inclus un malade à 8 heures quand les gaz du sang sont confirmés, ou bien je vais inclure des malades qui n'ont qu'un trauma et qui ont un pronostic un peu meilleur, ou bien dans les curares, uniquement des malades qui ont moins de 150 de PO2 sur FiO2, et là j'inclus des malades qui ont une hypoxémie plus profonde et qui ont un plus mauvais pronostic. Et sinon, je peux faire aussi un enrichissement prédictif, et là encore on est dans le phénotyping, c'est-à-dire qu'au lieu d'inclure tout le monde dans toutes les études, je vais faire exactement comme font les oncologues et aujourd'hui un peu moins, mais quand même les hématologues, et puis de plus en plus les autres spécialités qui gèrent des maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes, c'est-à-dire que je vais inclure dans un essai les patients qui relèvent vraiment de l'anomalie mécanistique, physiopathologique liée à ce que j'observe et ce que je cible. Et donc c'est comme ça que on va maintenant s'intéresser à voir les malades RDS comme des groupes de malades hétérogènes à des temps différents. Vous voyez ici une phase exudative, une phase proliférante et une phase fibrotique. Et je vais aussi caractériser ces malades
non plus uniquement par leur étiologie ou bien leur timing depuis l'agression, mais je vais les caractériser aussi par rapport au type de cellule qui est la plus agressée, une atteinte épithéliale, une atteinte endothéliale, et évidemment une atteinte plus vasculaire. Évidemment, toutes ces maladies-là n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et donc, c'est comme ça qu'on a la possibilité aujourd'hui de voir la RDS comme un ensemble de maladies, mais surtout de voir nos essais randomisés s'appliquer aux patients, pas tous les mêmes, et surtout pas toutes les interventions pour tout le monde. Voilà comment est-ce que, a posteriori, on va s'intéresser à 4 essais randomisés, ARMA, alvéoli, FACT et SAILS, et on va comparer, qui sont donc négatifs, hein, et on va comparer l'effet de l'intervention dans des groupes qui sont hypo-inflammatoires ou hyper-inflammatoires, à travers des marqueurs de l'inflammation qui vont être dosés et qui, en règle, sont des marqueurs relativement simples et qui ont monnaie courante. Et vous voyez que, alors que l'essai ARMA ou alvéoli ou FACT ou SAILS étaient négatifs, vous voyez que quand on compare l'effet de l'intervention, qui était à chaque fois différente, une autre PEP, un état nutritionnel X ou éventuellement un traitement par simvastatine, eh bien vous allez voir que là, pour le coup, on a des différences extrêmement significatives qui montrent bien que si on avait appliqué l'essai uniquement à des malades hyperinflammatoires ou uniquement à des maladies hypo-inflammatoires, on aurait réduit la mortalité à 90 jours et on aurait réduit le VFD, c'est-à-dire le nombre de jours vivants à 28 jours, sans ventilation mécanique. Donc, non seulement on démontre un concept physiopathologique qui est que tous les malades n'ont pas la même tête, et en plus, on montre que en utilisant ce concept, et ici c'est uniquement les phénotypes, et encore on ne parle pas d'endotypes, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de biomarqueurs plus avancés, et bien uniquement en utilisant des phénotypes inflammatoires, on va pouvoir montrer que si les études avaient été faites chez ces sujets-là, on aurait eu des résultats différents. Alors voilà, on est aujourd'hui dans une application progressive et les recommandations ont été extrêmement claires par rapport à ça. Les chercheurs et d'ailleurs les cliniciens qui vont être intéressés par améliorer les pratiques au lit du malade doivent tenir compte de ces phénotypes, de ces sous-phénotypes et parfois des endotypes, puisqu'on est tout à fait capable au lit du malade d'aller, et on l'a très bien fait pendant le Covid, d'aller doser la ferritine, d'aller doser éventuellement l'IL6, l'IL1, le TNF-alpha, et de montrer que pour la grande majorité des malades, on ne va pas avoir la même attitude, qu'elle soit anti-inflammatoire, qu'elle soit sur le recrutement ou qu'elle soit éventuellement sur des choses un peu plus courageuses qu'on pourra discuter si vous le souhaitez. Alors, aujourd'hui, en tout cas, les recommandations sont extrêmement claires. Il est question de définir ces phénotypes, de les utiliser au lit du malade et de les appliquer. Et vous voyez que ce soit le PO2 sur FiO2, l'origine de la RDS, le timing, la radio, les types de variabilité génétique, les biomarqueurs ou la réaction inflammatoire, eh bien, on va avoir que ça va avoir différentes implications sur un plan thérapeutique, sachant qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de caractériser une atteinte épithéliale par rapport à une atteinte endothéliale à travers des biomarqueurs. Il y a un overlap, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et on est aussi capable de caractériser un état pro par rapport à un état anti-inflammatoire, y compris dans l'alvéole pulmonaire. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment, vraiment très important, c'est d'utiliser ces phénotypes quand on réfléchit, et y compris au domaine 3, et ça me permet de relayer sur l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé, y compris quand on va appliquer une stratégie d'oxygénation pour un malade ou une stratégie de ventilation, c'est-à-dire que quand vous décidez de faire de la VNI, de la CPAP, que ce soit avec une interface standard ou un casque, eh bien, vous devez aussi réfléchir au type d'atteinte pulmonaire, à la topographie, si elle est focale, si elle est diffuse, et éventuellement, si c'est une inhalation, et je sais que la lésion pulmonaire, elle est pour 7 jours, ou si c'est une maladie qui va évoluer en beaucoup plus court ou bien beaucoup plus long. Alors, l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé, eh bien, vous voyez que dans la recommandation 3.1 des guidelines, eh bien, c'est extrêmement clair. Il est recommandé que chez les malades en ventilation spontanée qui n'ont pas d'OAP cardiogénique et pas d'exacerbation de BPCO, surtout hypercapnique, parce que là, on les renvoie à la ventilation non invasive, eh bien, ces malades-là doivent recevoir de l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé. Alors,
ça permet de réduire le taux d'intubation, mais les recommandations et les experts sont très clairs, ça ne permet pas d'influencer la mortalité, et ce qui est dit là est aussi dit pour le Covid. Alors, revenons sur le principe initial. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà les deux grands suspects, les usual suspects qui sont responsables de tout ça. On est en 2009, c'est-à-dire au moment où les premiers prototypes d'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé, donc dans l'équipe de Montpellier, l'équipe de Samir Jaber avec Gérald Schank, donc un papier extrêmement classe qui va venir mesurer l'impact de l'oxygène standard sur le confort et sur les raisons pour lesquelles on a des problèmes avec l'administration d'oxygène. Eh bien, les malades ont les muqueuses sèches, ils ont une bronchoconstriction, ils ont mal au fond de la gorge, ils n'arrivent pas à manger et à boire, ils sont stressés et angoissés, et ils ont vraiment la sensation que ça brûle. Et ça a été, on le pense, la raison de beaucoup d'intubations, faute de pouvoir tolérer l'oxygène standard. Alors bien sûr, c'est lié au fait que le gaz qui est apporté n'est pas réchauffé et n'est pas humidifié. Mais c'est aussi lié au fait que comme on apporte un débit qui va être d'oxygène qui va être inférieur au drive du patient, eh bien, on va être dans l'incapacité de maintenir une FiO2 qui est stable. Et donc, on va avoir des malades qui vont swinger avec des SPO2 qui vont être extrêmement variables, tout simplement parce que le drive des malades ne permet pas qu'on puisse compenser. Il faudrait aller au-dessus du drive pour pouvoir répondre à la dette d'oxygène, à la dette dyspnéique, et puis surtout de pouvoir apporter aux malades la FiO2 attendue. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais vous voyez qu'on arrive à travers des petits débits d'oxygène à générer beaucoup d'inconfort. Et l'idée, elle est justement d'humidifier et de réchauffer le gaz, donc l'oxygène qui est apporté, en mettant, ici c'est un des exemples de générateurs, en donnant la possibilité d'apporter des très hauts débits d'oxygène. Alors, on sait bien que on n'arrive pas à répondre aux attentes des malades avec un oxygène standard. Ça a fait le lit du besoin d'oxygène à haut débit, mais il y a aussi des raisons physiologiques. Ici, ce sont des patients qui ont une sonde œsophagienne, ce qui permet de mesurer donc non seulement donc la pression œsophagienne qui indirectement renseigne sur la pression intrapleurale. Et en fait, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle des swings de pression œsophagienne, donc des décotes qui en fait reflètent l'effort inspiratoire. Et on voit bien qu'il va y avoir un effet de l'oxygène à haut débit à partir de 40 litres pour justement diminuer l'effort inspiratoire et diminuer le travail respiratoire. Et ça, c'est uniquement à partir de 40 litres, sachant que les recommandations sont aujourd'hui de commencer l'oxygène à haut débit à partir de 60 litres et puis ensuite de réduire. Ici, c'est aussi une autre façon de montrer l'effet de l'oxygène à haut débit en améliorant l'oxygénation et en réduisant le drive respiratoire, donc la ventilation minute, ce qui permet donc de montrer que les malades vont baisser leur fréquence respiratoire et baisser l'ampliation de leur thorax. Et c'est considéré comme un des mécanismes de lésion secondaire qui s'appelle le self-inflicted lung injury, parce que ces malades-là, respirant à des hauts drives, vont s'infliger des pressions liées à des volumes expiratoires bien supérieurs à ceux qu'on aurait prescrits s'ils étaient intubés et ventilés. Alors on sait que quand on continue à comparer les différents débits, 30, 45 et 60 litres, on voit bien que déjà, pour ce qui est de l'effort inspiratoire, déjà en dessous de 30 litres, eh bien, il y a un bénéfice. Et vous allez voir dans certains endroits des médecins prescrire uniquement de l'oxygène à haut débit. Et on voit aussi que pour la clairance du CO2, donc une espèce de réduction de l'espace mort et un effet TGI, eh bien, vous voyez qu'il apparaît aussi déjà en dessous de 30 litres. À l'inverse, cette possibilité théorique Samir avait fait une étude chez les malades trachéotomisés montrant que si on ferme la bouche, on arrive à entre 3 et 5 de pression positive télé-expiratoire, eh bien, ça peut éventuellement faire un effet recrutement, mais là, il faut aller dans les 50 litres.
Et il faut savoir que c'est possible, qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de documentation de cet effet d'ouverture alvéolaire, mais qu'en fait, probablement que l'effet, il est relativement petit par rapport, bien sûr, à ce que ne pourrait être la pression positive de la ventilation non invasive. Alors, ces effets physiologiques ont été publiés après l'essai randomisé qui montre qu'il y a un bénéfice de l'oxygène à haut débit humidifié réchauffé, mais qui néanmoins a été un des éléments qui fait que la transformation dans les pratiques cliniques de l'administration d'oxygène s'est faite à partir de cet essai. C'est un essai impliquant des malades qui ont un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 300 et pas d'OAP et pas d'hypercapnie, et qui va comparer trois groupes. Un groupe oxygène standard, que ce soit une lunette, une canule, un masque ou un masque à réserve, ou même un venturi, ou bien de l'oxygène à haut débit, ou bien de la ventilation non invasive. Et vous voyez que 313 patients ont été inclus, 106 dans le bras oxygène à haut débit, 96 dans le bras oxygène conventionnel et 111 dans le bras VNI. Les résultats parlent d'eux-mêmes, hein, c'est essentiellement de la pneumonie communautaire et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a un bénéfice sur le taux d'intubation qui n'est pas dans le range de l'hypothèse principale. Donc cette étude-là, en elle-même, purement et simplement, elle est négative, puisque le primary endpoint, c'était la réduction du taux d'intubation. Et bien ça, ce n'est pas vérifié. Vous voyez que le petit p est à 0,17, mais ça l'est dans un sous-groupe de malades qui sont les plus hypoxémiques. À l'inverse, alors qu'il n'y a pas d'effet sur l'intubation, il y a un effet sur la mortalité. Et vous voyez que l'oxygène à haut débit humidifié et réchauffé permet de significativement réduire la mortalité chez ces malades-là. Alors, c'est intéressant parce que toutes les autres études, pour le dire très simplement, n'ont pas confirmé l'effet mortalité, mais ont confirmé une certaine tendance à un effet réduction d'intubation. Et il est possible aujourd'hui de retenir que grâce à la compensation d'une ventilation minute énorme, de l'augmentation des débits au-delà du drive et de l'apport d'une FiO2 constante, on arrive quand même à réduire le taux d'intubation, mais sans changer la mortalité. Donc ça, c'était le sous-groupe des PO2 sur FiO2 inférieur à 200 qui montre qu'il y a un bénéfice sur l'intubation. Dans un autre contexte, chez des malades immunodéprimés, en oubliant le bras ventilation non invasive, puisque nous avions déjà publié que la VNI n'apportait rien chez le malade immunodéprimé en insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, eh bien, en gardant deux bras, l'oxygène conventionnel et l'oxygène à haut débit, chez des malades immunodéprimés, on avait pu randomiser 776 malades et on avait montré qu'il n'y avait aucun bénéfice ni sur l'intubation, ni sur la mortalité, mais on voyait quand même qu'il y avait une différence de 5% entre les deux bras et que quand on combine cet effet avec les autres essais randomisés, les revues systématiques vont conclure qu'il y a un effet sur l'intubation, mais pas d'effet sur la mortalité. Donc, vous voyez, chez nos maladies immunodéprimées, la probabilité de mortalité est exactement la même dans les deux bras. Et quand on s'intéresse à la revue systématique et les méta-analyses qui reprend l'ensemble de ces données, eh bien, on va voir que sur 9 essais, un peu plus de 2000 patients, eh bien, on a un bénéfice sur l'intubation sans avoir de bénéfice sur la mortalité. Vous avez ici la mortalité dans le forest plot qui est tout à fait la même dans les deux bras, alors que l'intubation est différente. Alors, dans le même sens, chez les malades Covid, le même groupe, donc de Jean-Pierre Fratt, a aussi montré chez 711 patients Covid que, comparant juste l'oxygène à haut débit et l'oxygène standard, eh bien, qu'il n'y avait aucune différence en termes de mortalité, 10% et 11%, alors qu'il y a une différence de 8% en termes, à propos de l'intubation, et que ces 8% permettent d'avoir, quand c'est ajusté, un petit p significatif. Voilà les images. Alors, et ça c'est un autre essai de l'équipe de Bichat chez des malades Covid qui va montrer pas de bénéfice de l'oxygène à haut débit dans ce groupe spécifique. L'application des experts dans ces recommandations-là, elle montre très bien qu'il y a encore un certain nombre d'études à faire, et d'ailleurs il y en a plein qui sont en cours sur l'oxygène à haut débit humidifié réchauffé, mais on garde la recommandation que si c'est de l'OAP ou de l'hypercapnie, on fait de la ventilation non invasive, et si c'est de l'hypoxémie,
on fait de l'oxygène à haut débit. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on inclut les malades dans l'essai randomisé KISS, qui est coordonné par Audrey De Jong et Samir Jaber. Cet essai randomisé permet en fait, quelle que soit la ramification des sous-groupes et donc des phénotypes cliniques, eh bien, on va appliquer une randomisation grappe par grappe qui permet en fait de répondre à la variabilité et qui tient compte justement de l'hétérogénéité de ces malades qui finalement ont tous un ARDS. Alors bien sûr, pour ce qui est des malades qui ont une insuffisance respiratoire aiguë hypoxémique, l'utilisation de la ventilation non invasive par rapport à l'oxygène à haut débit, eh bien, aujourd'hui, eh bien, les experts disent qu'ils ne peuvent pas faire de recommandations et on sait qu'il y a des études en cours et à cet égard, il est important d'avancer dans ce sens. Et puis, quand il est question de justement aller comparer les indications classiques de ventilation non invasive comme l'hypercapnie, la BPCO, l'obèse avec l'hypoventilation et l'édème aigu du poumon cardiogénique, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de recherche pour permettre une recommandation. Encore une fois, quand on a une indication classique de la VNI, il faut garder la VNI. Je vous rappelle, Samir vous l'a dit et je vous le répète, ces recommandations ont exclu le malade en périopératoire. Il y a un essai randomisé de la VNI en post-opératoire de chirurgie digestive qui a été publié dans le JAMA, qui est l'essai NIVAS par Samir et l'équipe de Montpellier et qui montre qu'il y a un bénéfice à faire de la VNI en post-op de chirurgie. Et donc, toute la question va se poser de justement répondre à ces différents sous-groupes et c'est le design de l'étude KISS. Samir, je te passe la parole. Avec grand plaisir, super. Élie, pendant que je prends la main, est-ce que ça te dérangerait de répondre à la question sur le diagnostic des opacités unilatérales versus bilatérales? Je ne sais pas si tu la vois, si tu peux juste Alors pendant oui, que je prends la main. je le vois, je vois que vraiment c'est une question très importante. Alors là, on est typiquement, et votre approche elle est très bonne, on est typiquement dans le phénotyping clinique. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez que votre patient a une atteinte qui n'est pas l'atteinte diffuse classique de la RDS, mais qu'il a une maladie focale. Et la question est de savoir quelle est la stratégie ventilatoire spécifique, en particulier par rapport au posturage ou bien par rapport au recrutement alvéolaire. Aujourd'hui, en tout cas, quelque chose est très clair, hein. Pour une maladie qui est beaucoup plus focale, ce qu'on sait, c'est qu'en optimisant le recrutement alvéolaire, on va aller recruter et distendre des zones de poumon sains. Et là, on va générer de la lésion, ventilator-induced lung injury. Et donc là, c'est vraiment important d'éviter de faire ça. Et dans les poumons qui sont très hétérogènes et très multifocaux ou bien très unilatéraux et focaux, eh bien, on a tendance à utiliser d'autres techniques qui sont essentiellement basées sur le posturage ou éventuellement sur d'autres types d'oxygénation. Alors, question de Leïla qui est aussi une question passionnante, c'est-à-dire que Leïla voit le problème à l'arrivée et non pas au départ, et elle se pose la question de savoir si la nécessité de recruter le malade et le niveau de PEP peut permettre de définir la gravité et de classer les malades. Donc, un phénotype clinique, je dirais, à l'arrivée, je dirais, Leïla, que si vous respectez un protocole extrêmement strict de recrutement alvéolaire, par exemple ceux du NIH, où vous avez vraiment des abacs par pression de plateau, c'est d'ailleurs un peu fou puisque en fait la pression motrice n'est pas prise en compte, les malades n'ont pas de cathéter œsophagien et qu'on n'a pas vraiment l'ensemble des éléments qui permettent de prendre une décision. Mais si vous avez un protocole et que ce protocole a un certain niveau de cohérence, la réponse c'est oui. Vous pouvez classer les malades par rapport à ça. À l'inverse, si chacun recrute comme il veut, c'est-à-dire sans jamais dépasser 6 ou 8, ou bien en certains endroits, eh bien non, parce qu'il va y avoir une variabilité de pratique. En tout cas, votre question est vraiment passionnante. Élie, Samir, merci c'est à toi. beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. J'insiste sur ce que tu as dit, c'est vraiment nouveau, hein. C'était vraiment quelque chose de... C'est peut-être la partie qui était le plus novatrice dans ces nouveaux guidelines. C'est vraiment, tu les as bien rapportés. Alors, il est 18h53. Normalement, on était censé arrêter vers cette heure-ci.
On va déborder peut-être un tout petit peu et probablement Sarah nous le dira. Il y aura sûrement une autre édition pour compléter, mais on va essayer d'aller un peu droit au but parce qu'on a pris pas du retard, mais c'est tellement long que c'est difficile de tout faire. Alors, les autres questions, c'est le volume courant. Alors, le volume courant, ça va être assez simple en fait. Qu'est-ce qu'il y a sur le volume courant? Alors, attends, le volume courant, il y a pardon, cette étude. Cette étude qui ont comparé, on va dire, un volume dit plutôt bas, qui était aux alentours de 5, 6, 8, et un volume dit standard qui est plutôt aux alentours de 10 ou 8, voire 12. Et ces études, en fait, vous voyez, vous les retrouvez ici, hein, les bras interventionnels, donc dits protectrices, et les bras à contrôle. Vous voyez que même dans les premières études, on pouvait monter jusqu'à 15 millilitres kilo, que ce soit l'étude ici de Laurent Brochard ou par exemple l'étude de Stewart. Et donc ça, c'est intéressant. Et donc, on a les pressions, vous voyez ici. Donc, à partir de ces 7 études-là, bah, la recommandation a été qu'il faut faire, en gros, je dis message, surtout ne pas dépasser les 8 millilitres kilo. Ça, c'était le premier message. On va dire rien de nouveau à l'horizon. Hein. C'est ce qu'on faisait déjà, les 8 millilitres kilos. Il y a très peu, il y a moins de 10% ou 20% de malades qui dépassent les 8 millilitres kilos aujourd'hui quand on regarde les données de celles qui ont plus de 5-6 ans. Et puis, ben, il y en a qui pensent qu'il faut aller jusqu'à 4. Le message, moi, que j'aimerais profiter de dire, et je vous le remontrerai, c'est qu'il faut toujours parler de volume et de PEP. En fait, plus on diminuera le volume, plus il faudra augmenter la PEP pour essayer de laisser le poumon pas fermé. Donc, la recommandation, vous voyez que j'ai mis une flèche verte, ça veut dire on recommande, pour une fois une recommandation, d'utiliser des volumes courants limités. Entre 4 et 8 millilitres kg, c'est quand même beaucoup puisque c'est quasiment du simple au double. Vous voyez que c'est une recommandation forte puisqu'en fait, on n'a pas d'évidence qui compare et qui donne des résultats positifs entre 8 versus 4, 8 versus 5. Mais ce qui est important, c'est de rappeler que les pressions intrathoraciques, et pour faire simple, les pressions intrathoraciques accessibles, j'allais dire à la pièce en Y, qui est la pression de plateau, hein, une pause inspiratoire, téléinspiratoire de au moins 200-300 millisecondes, il faut qu'elle soit toujours inférieure à 30 cm. Alors attention, ça ne veut pas dire que jusqu'à 28 ou 29, on peut monter. On sait qu'il y a des malades qui, dès 24-25, vont avoir déjà des problèmes de barovolottrauma. Donc attention à ce message. Alors, depuis les publications puis de juin, il y a ce joli travail, c'est l'intérêt de faire ce webinaire, de notre collègue et ami Jean-Christophe Richard de Lyon, qui était une belle étude qui avait pour but d'aller dans ce que j'appellerais l'ultra protective, hein, ultra low tidal volume, vous voyez, avec un groupe de 4 millilitres kilo versus le groupe dit maintenant quasiment appelé standard, le 6 millilitres kilo. Et alors, les PEP étaient assez variables. Et ils avaient profité pour inclure, j'allais dire, un phénotype assez clair qui était les patients avec Covid en SDRA. Alors voilà, ce qui est intéressant dans ce travail, bah, c'est que la driving pressure était significativement différente entre les deux bras, mais vous voyez bien que même dans le bras, on va dire 6 millilitres kilo, elle reste inférieure à 13, 14, c'était les valeurs qui étaient retenues pour dire qu'il y avait une surmorbidité, surmortalité. Et vous voyez, et ici, il y avait déjà, et ce travail est magnifiquement fait sur un plan physiologique qui me plaît beaucoup, la mechanical power, c'est-à-dire la puissance motrice, donc qui permettait d'être calculée, qui tient en compte le volume, la pression, la PEP, le débit, tout ce qui peut induire le volo et le barotraumatisme en une seule équation, hein, qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais qui montrait qu'il y avait une différence significative. Et bien qu'il y ait des différences significatives sur les deux surrogates, j'allais dire, de baro et de volotrauma, vous voyez que la différence en termes de survie ici était non significative, qui était le critère de jugement principal. Il n'y avait aucune différence en termes de mortalité. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Élie. Est-ce que la mortalité doit toujours être le seul critère de jugement principal? Est-ce qu'il y a des facteurs, j'allais dire, confondants ou des facteurs parasites? C'est un débat qu'on pourrait avoir, mais on a plein d'études, et ça sera un débat assez intéressant, sur un plan physiologique, qui donne des résultats positifs. Et dès qu'on passe à l'étape dite de pratique clinique, hein, c'est-à-dire vraiment une étude de la vraie vie, ça ne marche pas. Et ça, c'est un vrai problème.
Je profite pour vous rappeler à chaque fois que je le peux que les volumes courants sont liés à la taille du patient en predicted body weight. Ici, vous voyez que vous pouvez prendre un patient avec obésité à gauche et un patient sans obésité à droite. C'est le volume pulmonaire qui dépend de la taille, non pas du poids. Et pour faire une méthode qui est assez simple, parce qu'il y a plusieurs formules, mais on prend la taille, moins 100 chez l'homme, et la taille, moins 110 chez la femme. Et ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les respirateurs de dernière génération, tous, ont ça, aussi bien les respirateurs de Réa, que ce soit le Bella Vista. Vous pouvez introduire la taille, je dis bien la taille du patient, et les formules sont calculées et vous donnent donc le VT en fonction de ce que vous avez choisi. Vous pouvez dire, je veux 6000 kg, 7000 kg, 5000 kg, et vous mettez juste la taille et il vous donnera le volume directement. Et ceci est également valable dans les respirateurs d'anesthésie aujourd'hui de toutes les marques. Mais attention, ce n'est pas le poids qu'il faut mettre. Erreur jusqu'à il y a quelques années, c'était qui est souvent fait. Alors ici, on dit qu'on n'a pas de réponse à ce volume, c'est pour ça que le range est très large, mais on dit que le futur devrait apporter des études qui devraient répondre à ça et de s'approcher à la personnalisation de la médecine personnalisée, comme on dit, pour arriver à mieux, chaque patient étant différent, c'est comme si on donnait un antibiotique le même pour tous vos malades, ce qui serait débile, et ben c'est complètement la même chose. Probablement, dans le futur, le volume devrait être adapté à chaque patient, et ça, c'est l'avenir en prenant justement les phénotypes, les sous-types, etc. Alors, le problème, c'est quand vous diminuez le volume, il faut régler la fréquence respiratoire. Alors là, c'est juste pour vous rappeler comment on la règle. Vous devez, pour maintenir une ventilation minute et éviter l'hypercapnie trop permissive, augmenter la fréquence respiratoire puisque le volume courant fois le FR donne la minute de ventilation. Ici, j'ai augmenté de 20, vous allez voir ici, jusqu'à 25. Et ce que je vois, c'est quoi? Je vois que tout est bien, tout est beau. Ici, c'est un malade en volume contrôlé, vous avez le débit carré. Et puis, je continue pour essayer de compenser ma ventilation minute. Et qu'est-ce que je vois apparaître? Oh là là, à 32 fréquences, je vois ce qu'on appelle l'apparition d'un trapping gazeux. Donc, c'est-à-dire que le volume que l'on insuffle n'est pas totalement vidé. C'est ce qu'on appelle la PEP intrinsèque ou l'autopep. En d'autres termes, si j'avais insufflé 400 millilitres pour chaque cycle, à l'inspiration, il y a 400 millilitres et à l'expiration, il y a, je vais dire, 390 millilitres qui sortent. Et il y a un trapping gazeux, c'est-à-dire un piégeage de 10 millilitres à chaque cycle. Donc, vous imaginez bien que, là, j'exagère un peu, c'est peut-être pas 10 millilitres, mais c'est pour vous donner la caricature. Au bout d'une minute, au bout de 30 cycles, vous faites 30 fois 10, ça vous fait quasiment 300 millilitres qui ont été trappés. C'est pour ça que ces malades-là, il faut les vider. Et c'est pour ça que vous avez la limite. Donc, ce malade-là, par exemple, probablement, sa fréquence respi devrait être aux alentours de 26, 27, 28, mais pas au-delà, sinon, ça va se majorer. Concernant la PEP, alors je vais vous décevoir. La PEP, en fait, ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait le concept de dire une PEP élevée pour les malades les plus hypoxiques. Et ça, c'était à partir de méta-analyse. Et pour les malades qui ont pas une hypoxie sévère, on pouvait une PEP modérée. Malheureusement, ça ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, on voit que si vous avez une PEP trop basse, vous dérecrutez. Ou si vous avez une PEP trop haute, vous surdistendez. C'est ce que vous voyez là, l'effet d'un bas volume et d'un haut VT, etc. Donc, probablement, le message, c'est qu'il faudra une PEP personnalisée. Et c'est ça l'avenir, de plus en plus. Une PEP personnalisée à 10 h du matin, mais probablement à 14 h, à 18 h, 20 h, 22 h et le lendemain. Et c'est probablement... on n'en a pas parlé, mais probablement l'intelligence artificielle, aujourd'hui les PEP automatisés en fonction de certains paramètres, sont peut-être l'avenir pour la prochaine, j'allais dire, génération que l'on va connaître. On revient à ce qui était le début des années 90, c'est-à-dire le but, c'est d'ouvrir le poumon et d'éviter qu'il se ferme. Et à chaque fois, je profite pour vous le rappeler, la PEP ne recrute pas. La PEP n'induit pas de recrutement. Elle empêche le dérecrutement. Ce qui recrute, c'est la pression, le volume. Pour ouvrir le volume, ça augmente. Et la PEP sert, elle, à éviter que le poumon se ferme. Donc ça, c'est très important parce que ça explique la physiopathologie. À la question, est-ce que chez ces patients-là, donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas été possible de donner des recommandations pour titrer la PEP en fonction du rapport PaO2-FeO2 ou d'utiliser ou pas ce qu'on appelle la table la table PEP FiO2 de l'ARMA, que ce soit le haut ou le bas VT. Donc là, vraiment, il n'y a aucune recommandation.
Et en fait, finalement, c'est très décevant. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne faut pas faire trop de PEP pour ne pas avoir d'effet délétère et pas de PEP trop basse pour ne pas avoir d'atelectasie. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment varier. Et le deuxième message, et ça, je vous le dirai, c'est aussi pareil, on ne peut pas le faire pour diminuer la mortalité. Et ça, c'était un travail que l'on avait fait pour vous montrer l'évolution des 50 dernières années. Sur l'ordonnée de gauche qui est en rouge, c'est la PEP, et sur l'ordonnée à droite en bleu, le VT. Et j'ai repris tous les papiers des années 60-70, et on voit qu'en fait, au début, la PEP était à 0, hein, et les volumes étaient très élevés. Et ça, c'est lié essentiellement à un papier en anesthésie de Boston qui avait montré que quand on ne mettait pas de PEP, eh ben, il y avait beaucoup d'atelectasie. Et dans ce cas-là, c'était 15 millilitres qu'il fallait mettre au bloc opératoire, et c'est ce qui avait été transféré en réanimation. Et au fur et à mesure, dans les années 80-90, il y avait les premiers papiers d'Amato, le concept d'acidose hypercapnique, et puis l'étude ARMA, qui était vraiment la révolution, qui montrait que petit VT et grand VT étaient très différents. Et vous voyez qu'à chaque fois, plus on baisse le VT, plus on augmente la PEP. Et vous voyez ce que ça vous fait, hein, ça fait vraiment une linéarité inverse. Et on arrive aujourd'hui à des valeurs aux alentours de 2000 pour vous dire que la PEP, c'est entre 10 et 15 à la phase aiguë pour la plupart des patients, et le volume courant, c'est entre 5 et 7 qui diminue. Alors probablement, on pourra diminuer de plus en plus bas et de voir, et c'est là où on fait apparaître les concepts de CLS, c'est-à-dire d'extracorporeal lung support, voir si on peut aider le malade à éliminer son CO2 par du système extérieur, mais aussi l'oxygéner par de l'ECMO, et on verra que certains malades pourraient en avoir besoin. Alors, il y a une chose qui est très importante, ce papier, je l'adore, il est physiologiquement extrêmement important, et ça rejoint le concept que j'essaie de défendre, que ça n'a aucun sens de parler de PEP toute seule ou de VT tout seul, puisqu'on dit toujours quelle est la best PEP. Ça n'a pas de sens de dire best PEP, puisque la best PEP à 4 millilitres n'est pas la même qu'à 6 ou à 8. Et cette belle étude, il faut la lire, parce que c'est vraiment c'est ce que j'aime le plus, c'est la physiologie. On prend un surrogate qui est par exemple la compliance, que ce soit du système respiratoire ou la compliance pulmonaire ou d'autres index. Ici, c'était le stress index qui est un reflet du barovolotrauma. Et vous voyez que la courbe ici, hein, on a ordonné par exemple sur la compliance, et vous avez les différentes valeurs de PEP à différents VT. Et vous voyez qu'à 4 millilitres, par exemple, la best PEP pourrait être à 20, alors qu'à 8 millilitres, elle doit être à 12 ou à 14. Et ça, c'est intéressant de savoir, pour vous dire à quel point, et moi j'insiste sur ça, qu'on ne doit jamais parler de PEP tout seul ou de VT, et que c'est toujours un couple ou un binôme, comme on le dit. Et le troisième, pour faire aller jusqu'au bout des concepts, c'est les manœuvres de recrutement. Alors, des manœuvres de recrutement, c'est quoi? C'est on insuffle beaucoup de volume pour ouvrir. C'est le soupir que l'on fait nous-mêmes. Hein, le soir, quand vous en faites des soupirs pour éviter que votre poumon se ferme, regardez votre chat ou regardez votre conjoint. Il fait toujours des soupirs. Donc, il y a la méthode standard, c'est celle-là. C'est aller à 40 cm. C'est ce qu'on appelle une CPAP, pas de débit, pendant 30 à 40 secondes. Il y a la méthode ici qui est une méthode qui avait été faite dans la Mayo Clinic, développée la première fois en montant progressivement la PEP. Hein, donc, c'est une PEP... c'est ce qu'on appelle en fait un soupir allongé. C'est présenté comme étant moins hémodynamique side effect, mais c'est tout le contraire. Et cette étude, elle est magnifique. C'est une étude qui vous montre que en ordonnée, vous avez le pourcentage de recrutement, et en abscisse, c'est le temps. Et en fait, une map de recrutement, ce n'est pas la peine de la faire longue. Vous voyez qu'ici, au bout de 10 secondes, vous avez 100% du recrutement. Les gens n'y croyaient pas. Il y a une deuxième étude qui a été faite de la même façon. Et ça, c'était au scanner, vous voyez, avec des atelectasies, on le prend dans l'autre sens. Donc, il y a le sens recrutement, le sens dérecrutement, atelectasie. Et vous voyez la même chose au bout de 15 secondes, finalement, maximum 15-20 secondes, grand maximum 10-15 secondes, ça suffit largement. Donc, si vous voulez faire des manœuvres de recrutement, au-delà de 10-15 secondes, vous avez atteint le maximum. Et en fait, tout ce que vous faites au-delà de 15-20 secondes va sûrement retentir sur l'hémodynamique, ce d'autant que le malade est parfois, malheureusement, hypovolémique. Et ça, eh ben, on a la preuve clinique grâce à cette magnifique, merveilleuse étude de nos collègues brésiliens coordonnés par Amato. Et là, les Brésiliens, ils y vont. C'est-à-dire que pour eux, les manœuvres de recrutement, ils ont dit, et j'avais assisté au début à la construction de cette étude, il faut mettre beaucoup de volume et beaucoup de pression, pas un tout petit peu. Et eux, ils montent jusqu'à 60-70 cm. Ils avaient publié une étude physiologique montrant qu'à 70 cm d'eau
ça n'induisait pas de barotrauma, sauf que quand ils font une étude clinique, et là, c'était haute PEP versus basse PEP avec des manœuvres de recrutement, et l'étude a été arrêtée très prématurément pour 3 arrêts cardiaques très prématurément à cause des effets hémodynamiques, puisqu'en fait, dans le bras, manœuvre de recrutement avec une PEP, la PEP en moyenne était à 16, avec des manœuvres de recrutement jusqu'à 70 cm versus 12. Vous voyez les driving pressure, et malheureusement, pour chaque 17 patients inclus, il y avait un décès. Donc cette étude est une étude qui a été prise pour dire qu'il ne faut plus faire de manœuvre de recrutement en systématique. Si vous voulez en faire, elle doit être faite au lit du malade, c'est vous qui devez la faire chez un malade bien rempli, je ne vais pas dire en OAP, mais qui doit être surtout pas hypovolémique, surtout au bloc, on va parler de ça, et surtout ça doit être voire répondeur, non répondeur, et à des formes plus importantes. Vous voyez ici, par exemple, on ne va pas avoir le temps de détailler, mais ça c'était une étude qu'on avait fait pardon, quand le professeur Jean-Michel Constantin était venu faire sa mobilité à Montpellier. On prenait des malades au scanner qui avaient un RDS et on leur faisait ici une manœuvre pour savoir qui était la best PEP. Ici, ce malade avait une best PEP aux alentours de 12-13 et on faisait un scanner avant, AZEP, PEP, et on faisait, c'était la première étude clinique, où on faisait une CPAP à 40 et on voyait ici que le malade, quand on lui faisait la manœuvre de recrutement, il ouvrait tout le poumon, donc à 40 cm. Et en fait, comme on n'a pas des scanners au lit du malade, il y a une manière très simple de voir, c'est la pression de plateau avant était à 35 et après, elle est à 30 cm. Donc, ce malade est un malade répondeur, puisque vous voyez qu'il y a une baisse de 5 cm d'eau. Si vous avez baissé de 5 cm d'eau, en d'autres termes, ça veut dire que vous avez amélioré la compliance thoraco-pulmonaire, c'est-à-dire que c'est une preuve de recrutement. Alors, attention, là, je vous ai montré un malade caricatural répondeur. Vous voyez, il avait des atectasies des basses, mais il n'y a pas, tous les malades ne sont pas comme ça, et on estime qu'il y a moins de la moitié des malades qui sont répondeurs à un certain moment de leur évolution. Et en fait, c'est pour ça qu'on explique que la PEP seule ne suffit pas, la manœuvre de recrutement seule ne suffit pas, et qu'il faut ouvrir et augmenter le poumon. Et c'est ce qu'on a fait chez ce malade-là. Vous voyez, avant, il était à PEP 8. Après PEP 8, après la manœuvre de recrutement, il ouvre, mais si on le remet à PEP 8, il revient comme avant. Ce qu'il faut faire, c'est lui remettre une PEP à 15 après l'avoir ouvert. Et ça, c'est très, très important. Et donc, on a fait cette étude-là avec Jean-Michel Constantin. Donc, c'était l'étude live qui comparait des malades focaux et des malades non focaux. Ça venait de Jean-Jacques Rouby, le concept de dire que sur des malades non focaux, plutôt une PEP haute serait meilleure, puisqu'il y a plus de recrutement, alors que chez les malades focaux, mettre une PEP haute, on surdistendrait les zones où il n'y a pas de pression, alors qu'au niveau dorsal, on n'ouvrirait pas. Et là, on fait encore un exemple d'études qui physiologiquement marchent bien, et quand on passe à l'étude clinique, malheureusement, le résultat est négatif en termes de mortalité. Les deux bras, c'est pareil. Sauf que si on fait ensuite les sous-groupes, et là on est encore une fois, dans le phénotype, si on prend les malades qui ont été bien classés ou pas bien classés, on voit que ceux qui ont été bien classés, ça veut dire ceux qui sont focaux et qui ont une petite PEP, et ceux qui sont non focaux, qui ont une grosse PEP, c'est ceux-là qui ont la meilleure survie. Et donc ça, c'est intéressant. Cette étude devrait être refaite avec peut-être un logiciel qui permettrait de classer les malades en focaux et non focaux, puisque là, c'était le clinicien qui le faisait. Quoi qu'il en soit, les experts, au vu des données et de la méthodologie, ont recommandé la non-utilisation systématique de manœuvres de recrutement avec des manœuvres de recrutement qui dépasseraient les 35 cm d'eau en systématique. Si vous voulez le faire, c'est de façon très prudente, très, très, très prudente, attention, et vous devez être au lit du malade, chez un malade normovolémique, et vous devez être à côté de lui. De même, sur la mortalité, ça ne marche pas. Et là, je vous ai dit tout ce que je venais dire. En ce qui concerne l'oscillation, on peut aller vite, puisqu'il y avait, Élie, si tu es d'accord, la ventilation à oscillation. Donc, il y avait ces deux études. Rien n'a été fait de plus. L'étude canadienne qui montrait la haute fréquence. Très belle étude de notre collègue et ami Neil Ferguson qui montrait qu'il y avait une surmortalité dans le bras interventionnel. C'est quand même assez incroyable quand même. Et ceci a été malheureusement confirmé par l'étude UK ici qui montrait NS entre les deux bras. Il n'y a bien évidemment pas eu d'autres études depuis, donc la recommandation sur l'étude Oscar et Oscillate reste valable. Je redonne la parole. Alors, je ne sais pas, Élie, il est oui, si tu veux bien.
tu veux Je bien. te Donc, redonne tout. j'ai répondu à pas mal de questions sur le chat. Le temps que je me mette en place, Samir, peux-tu dire deux petits mots sur la ventilation de l'obèse et tes recommandations dans ce cas particulier? Alors, je te Tu peux me donner donne, la main d'abord? je te donne la main. Je crois que Alors, je te donne la main tout de suite. Donc, normalement, tu peux avoir la main. Alors, j'ai pas très bien entendu. Je suis désolé, Elise, ce que tu m'as demandé. Élie, tu m'as demandé le... Allô? Samir, je te demandais si tu pouvais, le temps que je m'installe, donner quelques recommandations sur les particularités de la ventilation chez l'obèse. Je vois qu'Audrey a aussi levé la main. Alors, chez le patient obèse, c'est quoi la grosse différence par rapport à un patient dit non obèse? C'est le système respiratoire, c'est-à-dire la compliance pulmonaire et la compliance de la paroi thoracique qui vont être totalement différents. Les poumons vont être les mêmes. Les poumons d'un sujet sain, d'un sujet obèse sont les mêmes. Ce qui est différent, c'est ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la graisse, le cœur et tout ce poids. Donc, le message, il est simple, en fait, quand on prend cette approche-là. Le volume doit être en fonction de la taille, mais la PEP doit être beaucoup plus élevée sur la plupart de ces patients parce que ce qu'on appelle la pression de fermeture des alvéoles est beaucoup plus importante chez sa malade-là, enfin, pour la maintenir ouverte. Donc, si on veut que ça ne se ferme pas, il faut que la PEP soit élevée pour lutter contre cette fermeture. Donc, ce qui est recommandé, c'est que la PEP doit être un peu plus élevée. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que le malade, on l'ait ouvert son poumon avec une manœuvre de recrutement chez le patient avec obésité, ce qui est différent, et maintenir une PEP un peu plus élevée, on va dire, qui est d'un patient de la même, un patient avec la même taille, c'est quasiment du simple au double, parfois même beaucoup plus. Alors ça, c'est ce qu'on fait en pratique clinique. En réalité, nous, aujourd'hui, on a dans notre service la chance d'avoir des sondes ésophagiennes et des respirateurs qui peuvent monitorer la pression ésophagienne pour mesurer la pression transpulmonaire, qui permet donc de faire la différence entre la pression ésophagienne, et il a dit tout à l'heure reflet de la pression pleurale, et la pression dans les voies aériennes. Si cette différence est négative, ça veut dire que la pression dans les voies aériennes est plus importante que la pression pleurale. Donc, il y a une atélectasie. Et pour faire ça, il faut que ça soit une pression au moins nulle, voire positive. Et donc là, c'est pour ça que l'étude de l'équipe de Boston, de Danny Talmor, avait marché au début. L'idée, c'est de dire qu'il faut que la PROE moins PSO soit toujours positive pour pas que ça se ferme. Et dans cette étude qui était positive en monocentrique qui est devenue négative, là, ils la refont, ils font EPI 23, avec cette fois non pas d'obtenir 0, mais d'obtenir plus 2 à plus 4, ce qui est peut-être une manière d'ouvrir un peu plus. Et il y a aussi également le même principe chez les patients avec obésité. Donc attention, chez les patients avec obésité, tous les concepts, que ce soit pression motrice, driving pressure, etc., mechanical power, est à pas appliquer puisque la mécanique ventilatoire est différente. Je ne sais pas si j'ai été clair, Elie, et si je peux te laisser la parole. C'était tout à fait clair. Samir, je te propose de relayer maintenant sur les recommandations 9 et 10 qui ont trait au décubitus ventral et à la curarisation. Et je vais faire rapide puisque on a pris, comme le sujet est très dense, hein, on a pris la liberté de déborder un petit peu. Alors tout d'abord sur la partie ventilation en décubitus ventral, hein, comme vous le savez, il y a maintenant des données hein, qui sont des années 95-98 hein, et avec des essais initialement négatifs parce qu'ils avaient probablement mélangé trop de phénotypes de malades. Mais en tout cas, il y a très clairement dans les lésions de la RDS, hein, des lésions d'atélectasie proclive induites par le posturage, mais aussi induites par l'inflammation alvéolaire. Hein. Et on sait qu'on peut, sur des données scanographiques des années 95, réverser ces lésions-là. Il y a deux types d'approches. La première, elle est le décubitus ventral chez le malade intubé et ventilé, et le décubitus ventral chez le malade en ventilation spontanée.
Pour ce qui est du malade intubé et ventilé, sur une reprise de 9 essais randomisés, alors bien sûr pas en aveugle, puisque c'est difficile de faire du décubitus ventral en aveugle, plus de 2000 patients, eh bien, on va arriver à un bénéfice sur la mortalité à court et à moyen terme, mais il n'est pas significatif. On frôle la significativité essentiellement du fait de l'hétérogénéité des essais inclus dans cette étude. Par contre, là où ça se discute beaucoup moins, c'est quand on inclut les malades précocement, quand on peut faire de la ventilation décubitus ventrale pendant plus de 16 heures et quand on inclut des malades sévèrement hypoxémiques. Alors, à l'inverse, on sait que dans la balance bénéfice-risque, le prone positioning va induire des lésions cutanées, induire une obstruction de sonde sur la clearance des sécrétions respiratoires, mais diminuer le nombre de malades en arythmie. Quand on regarde l'ensemble, vous voyez que les premières études sont anciennes. Faites attention, quand vous voyez Guérin, il y a deux Guérin. Il y a le Guérin 2004 et puis le Guérin Successful de 2013, où on va réduire de 50% la mortalité des malades, de 32 à 16%, avec le décubitus ventral prolongé, mais qui fait suite à une période de stabilisation, essentiellement hémodynamique. Mais vous voyez que depuis les années 95 où cette question se pose, on a beaucoup de mal à montrer un effet, en dehors de l'effet l'essai de Claude Guérin, on a du mal à montrer un effet indiscutable sur la mortalité, même si la tendance aujourd'hui, elle est clairement là-dedans. Sur ce qui est de la mortalité à court et à moyen terme, aujourd'hui, vous voyez que même si on est dans des groupes d'intérêt, par exemple ici, les malades qui vont recevoir plus de 16 heures de décubitus ventral, là, on commence à frôler la significativité. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur un plan phénotypique, on a fait de l'enrichissement pronostique et donc on a inclus de plus en plus de malades très hypoxémiques qui allaient répondre au DV. Les recommandations, elles sont très claires. Elles sont qu'il faut recommander avec un haut niveau d'évidence le décubitus ventral chez les malades qui ont moins de 150 de rapport PO2 sur FiO2 avec une PEP supérieure à 5. Vous voyez qu'on ne met pas de contrainte de pression de plateau et que c'est aussi vrai dans le Covid. Et puis, pour ce qui est de réduire la mortalité, on va dire, chez les malades qui sont indiqués, eh bien, il y a toujours un bénéfice à faire du décubitus ventral, mais je vous rappelle que les données sont un peu limites en termes de significativité. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce concept qu'on peut mettre en décubitus ventral aussi des malades en ventilation spontanée. Alors, il y a eu des tas de cas rapportés, il y a eu des tas de discussions. Laurent Papazian et son équipe avaient montré des patients à Marseille. Et là, c'est un essai randomisé Covid-prone chez des malades Covid, 21 services dans plusieurs pays différents, avec 400 patients qui vont être randomisés. Et en fait, cet essai ne montre pas de bénéfice du décubitus ventral chez des malades en ventilation spontanée, essentiellement des malades d'ailleurs sous oxygène à haut débit. Et en fait, vous voyez qu'en termes de durée de décubitus ventral, on est vraiment dans plusieurs heures par jour, c'est-à-dire au moins 8 heures, mais que néanmoins, il n'y a pas de résultat significatif ni sur la réduction du taux d'intubation, ni sur la réduction de la mortalité. Mais là, c'est 400 patients dans un essai au Canada et dans d'autres pays. Il a été assez intéressant de passer à un autre design qui est donc le meta-trial. Le meta-trial, c'est la possibilité d'utiliser des données multinationales, alors bien sûr en ouverte, on est dans le décubitus ventral, mais qui vont permettre en fait de vraiment regarder très clairement comment est-ce que tous ces essais en cours vont apporter une réponse. Et là, pour le coup, avec un très grand nombre de patients, 800 patients, qui vont être ventilés, randomisés dans les deux bras. Et vous voyez que là, on va trouver un bénéfice qui va être sur l'échec thérapeutique, une réduction du taux d'intubation, même s'il n'y a pas d'effet sur la mortalité. La recommandation, elle est très claire. Il y a un bas niveau d'évidence, puisque vous avez vu que l'essai du JAMA n'est pas significatif, mais la recommandation est faible, mais elle est quand même recommandée de façon faible pour réduire le taux d'intubation et de façon, on va dire, modérée
pour réduire la mortalité, mais par contre, il n'y a pas assez de données pour recommander le décubitus ventral chez les malades qui ont la particularité d'avoir un Covid. Intéressant aussi de voir que dans le méta-trial de Stéphane Harman et de son groupe collaboratif international, c'est qu'il y a vraiment la possibilité de voir qu'on a des marqueurs physiologiques qui vont bouger, qui montrent qu'il y a quand même un effet sur l'oxygénation, un effet, si on arrive à baisser la fréquence respiratoire, c'est qu'on arrive à contrôler le drive. Ok, c'est de 2 points, mais je veux dire, c'est quand même significatif. On arrive aussi à bouger le ROX index. Mais la question centrale qui se discute aujourd'hui, c'est celle de la possibilité de réduire ces outcomes majeurs, hein, qui sont intubation ou décès, plutôt que soit l'un ou soit l'autre, de 6% dans un groupe à plus de 1000, j'ai dit 800, mais c'est plus de 1000 patients qui ont été inclus, et ça apporte quand même une sacrée différence, à mon avis, extrêmement convaincante, ou en tout cas suffisamment nécessaire pour qu'on continue à travailler dessus. Et puis très rapidement, je vais mettre en balance 2 essais randomisés qui ont été faits, l'un par Laurent Papazian et publié dans le New England Journal of Medicine sur les curares en continu, c'est-à-dire non seulement l'effet paralysant, mais aussi probablement l'effet anti-inflammatoire qui avait été montré par le groupe marseillais. Et dans l'essai Accura 6, pour lequel il y avait quand même pas mal de malades en décubitus ventral et des pratiques intéressantes, eh bien, on voit qu'il y a une sacrée différence presque significative, on va dire significative de mortalité dans le bras curare par rapport au bras placebo, mais d'aucuns diront que, et c'est la critique qui a été faite, c'est que les malades du bras sans curare qui étaient en décubitus ventral avaient besoin d'être très sédatés et que du coup, c'est cette augmentation de sédation qui a fait la différence. Dans l'effet du groupe PETAL, hein, du NIH, hein, donc le ROSE Trial, vous avez donc justement aucun effet sur la survie de l'utilisation de curare. Et justement, le décubitus ventral a été utilisé différemment, les sédations aussi différemment. Et puis, dans le groupe, dans l'essai nord-américain, les stratégies de recrutement étaient beaucoup plus importantes, si bien qu'aujourd'hui, il y a débat, mais il y a un débat quand même plutôt en défaveur de l'utilisation systématique des curares chez les patients qui ont moins de 150 de rapport PO2 sur FiO2. Quand on compare un peu les 2 essais, on voit bien que l'essai rose, lui, il est plutôt avec une définition de la RDS qui est plus récente, avec des objectifs de sédation qui sont très contrôlés, avec une ventilation qui est très protectrice. Et c'est intéressant de les comparer, de les mettre en balance, puisque c'est ça qui a généré la recommandation plutôt contre l'utilisation systématique des curares. Mais bien sûr, si on veut réduire les asynchronies et maintenir les malades avec surtout ceux qui ont des propriétés mécaniques très altérées, si on veut vraiment optimiser le recrutement alvéolaire, eh bien, en Europe, on a tendance à penser que c'est le traitement de référence. Il est utilisé par un grand nombre d'entre nous, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat, en particulier sur ce sujet-là, en particulier en homogénéisant les pratiques sur l'utilisation des autres rescue stratégies. Il ne va pas y avoir que le décubitus ventral, il va y avoir aussi l'ECMO et puis il va y avoir aussi les autres stratégies de sauvetage pour les malades les plus hypoxémiques. Samir, je te passe la parole pour finir sur ECMO et corps. Avec grand plaisir, et on va être dans les temps, je pense, Élie. Je reprends la main. Je te la donne tout de suite. Merci. Alors, Élie, moi j'aime bien à chaque fois quand on dit le mot pétaloïrose. Pour ceux qui ne savent pas, c'était l'ancien groupe en fait RDS Network, hein, c'est le groupe ARMA. Ils se sont refondés et ils ont appelé ça le groupe Pétale. Et la première étude, c'était rose. Bon, c'est extraordinaire, je trouve qu'ils ont été assez malins. Mais après, on discutera s'il faut en faire ou pas. Et je te poserai la question, Élie, est-ce que vous faites du DV chez vous et comment vous le faites et pourquoi et qui? Parce que Bien finalement, sûr, pas de problème. il y a des manœuvres, il y a des recommandations, il y a la clinique et il y a la vraie vie, quoi. On en parlera. J'en ai pour 5 minutes, 2 minutes même, pour faire ce qui reste, si vous êtes tous d'accord. Élie, tu regarderas les questions, mais je crois que plus ou moins, on a répondu, je crois, sauf erreur de ma part. Donc la question 9, c'était
Alors, je crois qu'il me restait juste 2 questions. C'était à propos de l'ECMO. L'ECMO, vous savez qu'il y avait beaucoup d'études sur l'ECMO jusqu'aux années 2000 et ça ne marchait jamais. Et puis après, il y a eu une deuxième vie de l'ECMO grâce au Covid, en fait, qui a fait que vraiment sur les malades, jusqu'avant le Covid, l'ECMO, on estimait que c'était entre 2 et 5% de malades qui pourraient être candidats à l'ECMO. Et quand il y a eu le Covid, ben là, le pourcentage est monté un peu plus, bien évidemment, en valeur absolue, mais aussi en valeur relative. Donc, tout le monde s'est mis à acheter des appareils d'ECMO, etc. Et puis, c'était devenu pardon, l'angoisse du ministère d'avoir ça. Alors, et puis, en fait, on a eu la chance d'avoir une très belle étude, j'allais dire, on va dire française, hein, plus que franco-canadienne, coordonnée par notre ami Alain Combe de la Salpêtrière et le groupe REVA. Et c'était une belle étude qui vraiment avait pour but de voir si oui ou non ça pouvait améliorer la mortalité en faisant l'ECMO. Alors, de façon brute de brute, l'étude est encore une fois comme l'étude, Élie Taylor l'a dit, hein, comme l'étude par exemple de Jean-Pierre Fratte, Florali, c'était négatif sur le critère de l'union principale. Mais en regardant des sous-groupes, les plus graves, etc., on arrivait à sortir un effet positif et on arrivait à mieux déterminer le phénotype et l'endotype de patients qui pourraient en bénéficier. Et c'est pour ça que la recommandation a été finalement chez les patients Covid ou non Covid qui ont un ARDS, il était recommandé, hein, vous voyez, c'est une recommandation même sur une seule étude avec moderate level of evidence de faire de l'ECMO. Et là, nous avons tous insisté, en tout cas moi j'ai beaucoup insisté et je crois qu'il est aussi, je le dis toujours, et même Alain le dit, ce n'est pas l'ECMO qui sauve le malade, c'est l'ECMO dans un centre expert, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses bien, et dans ce cas-là, vous augmentez votre probabilité d'avoir une survie améliorée des patients. Si vous faites 10 ECMO ou 5 ECMO par an, probablement, ce n'est pas la même chose. Et ça, vous le retrouvez dans n'importe quoi, c'est l'effet centre et l'effet expert, hein. Vous pouvez le prendre pour la transplantation hépatique. Le professeur Azoulay, il est chef de service de la réanimation référente en Europe de l'hémato-cancéro. Bon, c'est un peu pompeux de dire que les malades ont un meilleur pronostic à gravité égale dans une réa spécialisée, mais c'est un peu la vérité. Ou si vous allez dans un centre qui fait 150 transplantations par an hépatiques, par exemple, il aura peut-être plus de meilleurs outcomes que les centres qui en font 20 ou 30. Donc, ça a été retenu comme une chose à faire, mais attention, dans un centre expert. Donc, j'insiste sur ça. Il ne faut pas que ce soit un joujou, il faut que ce soit un centre expert selon les critères de l'étude EOLIA. Et enfin, il y a eu un papier qui est sorti tout récemment de la même équipe, donc d'Alain Combe avec Mathieu Schmitt, qui était pour voir si en faisant l'ECMO plus ce que vient de nous expliquer la physiologie et la physiopathologie de la prone position du DV, malheureusement, il n'y avait aucune différence. Le fait de les mettre sur le ventre en ECMO, alors bon, c'est 86 et 84 patients, il n'y avait pas d'amélioration d'outcome pour ces patients. Ce papier il vient d'être publié dans le JAMA, donc c'est intéressant. Donc finalement, ce n'est pas la peine de s'acharner à les retourner systématiquement, peut-être bien sûr des patients bien sélectionnés, mais tout venant non. Et pour finir, la dernière question était dans le même esprit. Donc, c'est pas de l'ECMO, mais on appelle ça un peu de l'ECMO light. On appelle ça aussi la dialyse pulmonaire, c'est l'ECOR. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle souvent la dialyse pulmonaire? Parce qu'on ne va pas utiliser les débits de l'ECMO, qui sont des débits qui sont au moins à 50% de débit cardiaque. On est à des débits de 2, 3, 4, 5, 6 litres. On va utiliser des débits qui sont proches de la dialyse rénale, sur le concept d'avoir des cathéters moins agressifs et des cathéters beaucoup plus petits. Donc, les premiers concepts, c'était des cathéters, les mêmes que vous utilisez pour la dialyse, avec des débits de 250-300 millilitres on va jusqu'à 500 millilitres. Et c'était ça l'idée, et ça voudrait dire que tout le monde, toutes les réas pourraient le faire à partir du moment où vous avez un agrément réanimation, vous faites de la dialyse, donc vous pourrez le faire. Et l'idée n'était pas de oxygéner, mais simplement d'épurer le CO2. Donc, chez des patients hypercapniques, qu'on n'arrive pas avec la ventilation standard à épurer le CO2, hein, les patients BPCO hypercapniques, en VNI ou pas, ou intubés, ou également de réduire les volumes courants pour réduire le volo-barotrauma et d'aller jusqu'à des volumes
cible de 4 ml/kg au lieu des 6, voire 3, voire plus bas. Nous, actuellement, on a un papier qui est en cours de soumission sur des volumes. On a pu aller jusqu'à 2 ml/kg en montant la PEP et c'est réalisable. Alors, on avait une étude qui était un proof of concept positif publié il y a 10 ans. Et puis la seule et véritable étude qui prend tout ce concept-là sur la dialyse pulmonaire est malheureusement négative ou neutre, hein, puisque les deux courbes de Kaplan-Meier, vous voyez sur la mortalité ici, sont les mêmes. Hein. Donc vous avez une mortalité aux alentours de 40% à J90, c'est des ARDS graves. Et le but de cette étude, c'était ECOR, donc, versus standard. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est négative? C'est une très très belle étude sur un plan, pour ceux qui font des stats, à étudier de ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, l'objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire l'objectif de l'étude, c'était avoir un VT inférieur à 3 ml/kg. Vous voyez, quand on regarde ici, c'est en ordonnée le volume courant en ml/kg de poids idéal théorique. On atteint rarement les 3 ml/kg. Donc les deux bras, en fait, il y avait quasiment un énorme overlap. Et puis finalement, vous voyez qu'il y avait, quand on regarde, même pas une grosse différence, surtout, hein, vous le voyez ici, surtout les 2-3 premiers jours où là, il y a la plus grosse agressivité de la ventilation. Il n'y avait quasiment aucune grosse différence. Et vous voyez la différence moyenne, hein, puisque les malades finalement étaient entre 6,5 et 4,5. Et puis finalement, dès le J5 et J6, ils sont à 6,3 et 7,2, moins d'un ml/kg. Donc finalement, on est quasiment dans la compensation du tube dans les volumes courants. Ça, c'est une des explications. Deuxièmement, aussi, les patients qui étaient dans le bras ECOR, dans le bras interventionnel, malheureusement, ils avaient des pressions motrices, des driving pressure, quasiment inférieures à 15-16, et on sait qu'on est déjà en dessous des valeurs des barovallotraumas. Donc, si on veut vraiment avoir un bénéfice, il faudrait prendre des malades qui avaient été montrés sur l'étude physiologique, les premières études en particulier de Marco Ranieri, c'était des malades qui avaient beaucoup plus que 25 cm, donc chez qui on pouvait baisser jusqu'en dessous de 12-13. Ici, donc, on prend une population qui déjà peut moins bénéficier. Je vous renvoie vers les premières diapos de Elie au début pour vous expliquer comment bien sélectionner les patients. Et enfin, donc ça, c'était juste pour vous rappeler que si on veut diminuer la driving pressure, il faut aller vers le bas. Et enfin, probablement, c'est ce qui peut expliquer une grande partie. Il y a 10 raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. C'est que ils ont pris la vraie dialyse pulmonaire, c'est-à-dire ils avaient des débits aux alentours de 400 millilitres minute, avec des débits standards, on va dire, et comparé à aujourd'hui des ECOR qui préconisent 1 litre à 1,5 litre. Nous, on a aujourd'hui dans notre série 2 groupes de malades, hein, les malades qui ont des 300, 400 et des malades qui ont 1 litre 2, 1,5 litre. On voit qu'il y a une énorme différence pour épurer le CO2 et pouvoir aller dans des valeurs très, très basses. Et donc ça, c'est très important. Donc, cette étude est assez intéressante parce qu'elle nous dit ce qu'il ne faudrait pas faire. Et justement, actuellement, avec Alain Comte, donc il y a une étude qui est en train d'être construite avec probablement prendre non pas des ECOR à bas débit, mais des ECOR à haut débit. Et bien sûr, le gaz flow de lavage, 10 litres ou 15 litres, c'est pas ça qui va oxygéner, mais on peut gagner énormément. Et plus vous baissez le volume, plus il faut augmenter la PEP pour ceux qui veulent le faire. La conclusion, en tout cas des experts, alors que l'étude n'était pas encore totalement publiée, mais on avait parmi les experts des gens qui participaient à cette étude et qui savaient que cette étude avait été arrêtée prématurément à la première analyse intermédiaire. Et donc, il n'est pas recommandé de faire de l'écor dans les RDS graves, que ce soit du Covid ou pas, en soins courants, en pragmatic study, pragmatique pratique, quoi, mais il faut le faire uniquement dans le cadre des évaluations. Voilà ce qui avait été retenu. En conclusion, c'est une conclusion si Elie pourra compléter. À la fin de toute notre histoire, il y a eu beaucoup de travail, des dizaines et des dizaines d'experts qu'on ne remercierait jamais assez, beaucoup de discussions. Vous voyez que c'est complexe, mais le but, c'est d'aider les cliniciens. Bien sûr, il n'y a pas tout, on n'a pas parlé de corticoïdes, on n'a pas parlé de NO, etc. Mais ce qu'on sait, c'est que l'avenir, c'est que tous les malades ne sont pas les mêmes, et ça, c'est là où on a eu plus d'avancées. Hein, c'est ce que nous a expliqué clairement Elie avec les phénotypes, les sous-groupes, les subphénotypes, les endotypes. Ça veut dire probablement il va falloir s'aider de biomarqueurs, d'autres choses, de l'intelligence artificielle pour mieux déterminer
quelle thérapeutique bénéficie à quel type de patient. Et donc, on va aller de plus en plus vers la médecine personnalisée. Et c'est ce qui se fait se faire. Et personnellement, je crois beaucoup en l'intelligence artificielle pour nous aider là-dessus. Merci de votre attention et je laisse Élie finir les mots de la conclusion. Samir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été patients et attentifs à ce webinaire sur les recommandations. Comme vous avez compris, on aurait pu faire 3 heures, et peut-être que ça arrivera, puisque ces recommandations-là, elles ont pour vocation quand même d'être disséminées et d'amener jusqu'au lit du malade. En 2 mots, une nouvelle définition des RDS, peut-être, une nouvelle façon d'aborder la RDS, très certainement, celle qui est la façon la plus clinique, mais aujourd'hui complétée de biomarqueurs et complétée de situations cliniques phénotypiques. Et puis, comme vous avez compris, beaucoup de ce qui a été montré, que ce soit pour le volume courant, que ce soit pour le recrutement, que ce soit pour la façon avec laquelle on délivre la ventilation mécanique, eh bien, beaucoup s'appliquera probablement très différemment à des groupes de patients différents. Et c'est important d'approcher la RDS comme on approche la maladie tumorale, comme on approche le sepsis et toutes ces maladies-là qui sont extrêmement hétérogènes. Un grand merci à Sarah et à son équipe, et à Jennifer et à son équipe d'avoir organisé ce webinaire. Merci à vous tous. Et je pense que c'est important que ces messages continuent à être disséminés. Le webinaire sera accessible, on va le mettre en accès en replay, et donc n'hésitez pas à le partager, en particulier avec les plus jeunes d'entre vous. Et puis je vous souhaite une très bonne fin d'année et des bonnes fêtes. Je me joins à Élie pour vous souhaiter une bonne soirée, de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Puis on va laisser Sarah conclure ce webinaire avec Jennifer peut-être. Et encore un grand merci à la Société Diodème et à Sarah de nous avoir permis de vous apporter en tout cas quelques éclairages sur ces guidelines. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait partager votre expérience sur ces nouvelles recommandations. C'est toujours un plaisir de vous entendre sur cet énorme travail. Bien sûr, nous mettrons à disposition en replay ce webinaire. Nous ne manquerons pas de communiquer dessus et je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin. Nombreux. Merci à vous pour les réponses que vous avez pu leur apporter. Bonne soirée à toutes et à Merci tous. à À Jennifer pour bientôt. l'organisation. Bonne fin Bye d'année. bye, merci de Au Merci revoir. à tous. Au revoir. Merci, au revoir.